Alors après avoir parlé des standards de place, vous l'aurez compris, on va continuer sur cette même lancée et évoquer maintenant la question des normes comptables. Il y a aujourd'hui un vrai mouvement de structuration de la comptabilité extra-financière et ça se joue à un niveau international avec une vraie confrontation entre plusieurs visions. Sans oublier bien sûr que derrière cette question de comptabilité extra-financière se pose évidemment la question aussi de la qualité de la donnée qui sera utilisée. Alors pour évoquer ces sujets, nous sommes très contents d'accueillir aujourd'hui Mariam Medbi. Bonjour. Bonjour Ingrid. Vous êtes fondatrice de Valuecometrics qui est une entreprise qui entend redéfinir la performance des sociétés autour de critères environnementaux, sociaux et humains. Maxime Maton, bonjour. Bonjour. Vous êtes Head of External Relations au sein du bureau d'études indépendants Alpha Value. Sabine Lockman, bonjour. Vous êtes Global Head of ESG Measures et présidente de l'agence de notation Vigeo Eiris. Bonjour. Et Lionel Canessi, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'Ordre des experts comptables. C'est bien ça. Alors, une première question pour vous, Mariam Medbi. La prise en compte actuelle des pratiques ESG des entreprises, elle se base surtout, à l'heure actuelle du moins, sur un système d'évaluation, de notation. Est-ce qu'il est satisfaisant pour les différentes parties prenantes ou pourquoi est-ce qu'il en faudrait un autre ? Alors aujourd'hui, il y a plusieurs problématiques sur les données ESG. Déjà, au niveau des entreprises, les entreprises ont du mal à collecter la donnée. Elles ont du mal à l'interpréter de façon comparable. Quand elles arrivent à collecter la donnée, elles ne le font pas forcément d'une façon équivalente. Elles ne disposent pas des mêmes ressources. Après, il y a un deuxième niveau qui est au niveau des fournisseurs de données et des agences de notation. Donc là, il y a des problématiques, ce qu'on appelle de measurement. Donc les fournisseurs de données vont définir des indicateurs qui vont nommer pareil, mais qui mesurent pas exactement la même chose. Donc par exemple, si on prend les accidents au travail, on va prendre le nombre d'accidents divisé par le nombre de salariés ou le nombre de toutes les personnes sur place. Donc ça donne pas forcément la même chose. Donc il y a des études académiques, notamment de Florian Berg au MIT, qui ont démontré que les corrélations en fait entre les différentes données des fournisseurs de données et des agences de notation ont une corrélation faible, donc de 54%. Et cela est dû effectivement à des problématiques de measurement, mais également des problématiques de scope. Donc, est-ce que c'est du scope 1, scope 2, scope 3, et des problématiques de poids. Donc, quelle importance à accorder à quel indicateur. D'accord. Donc voilà, donc ça c'est au niveau des fournisseurs de données des agences de notation. Ensuite, il y a une troisième complexité qui est au niveau des investisseurs cette fois, parce que les investisseurs vont acheter des données chez différents fournisseurs de données et après ils vont avoir leur propre vue, leur propre combinaison d'indicateurs et leurs propres scores propriétaires qui ne sont pas connus du marché. Et donc, et voilà. Donc nous, on essaye en fait de reconstituer le sentiment de marché sur la durabilité d'une entreprise. D'accord. Alors, vous imaginez bien que je vais me tourner vers vous, puisque agence de notation présente, on est très content de vous avoir, de pouvoir vous interroger sur ce sujet. C'est vrai qu'on dit souvent, ou on entend que les agences de notation sont un peu comme des black box, des black noirs, qu'on ne sait pas comment ça fonctionne derrière, on ne sait pas quelle est la méthodologie. Et puis, c'est ce point que vous avez soulevé qui m'intéresse aussi, qui est celui de l'inégalité des ressources des entreprises. Est-ce que ça, c'est surmontable ou pas, ou est-ce que ça biaise en fait les résultats et les mesures ? Alors, beaucoup de questions, effectivement. Et si c'était simple, ça se saurait. On ne serait peut-être pas là en train d'en parler. Non, et nous n'avons qu'une demi-heure, je rajoute. Et nous n'avons qu'une demi-heure, très simplement. Bon, la première chose sur cette notion de black box, moi, je voudrais saluer les émetteurs et les investisseurs qui, depuis quelques années déjà, se sont engagés de façon publique à faire une pression positive sur les agences de notation ESG pour que, effectivement, il y ait davantage de transparence, davantage de comparabilité aussi entre les données et aussi un travail de fond entre acteurs de place sur une lutte concrète contre le greenwashing ou le social washing. Ou voilà. Et donc, ça nous a obligés, et je vais parler évidemment de Moody's ESG Solutions, qui prend la suite de Vigeo Eiris. Ça nous a obligés à faire un travail de fond d'abord sur la méthodologie. Notre méthodologie est dite de double matérialité, c'est-à-dire qu'on évalue à la fois la façon dont l'exécutif et la gouvernance gèrent les risques extra-financiers, donc environnementaux, sociaux et de gouvernance, mais nous évaluons également l'impact de l'activité de l'entreprise, non pas sur un pays ou une communauté, mais sur l'ensemble des marchés, des territoires sur lesquels le groupe intervient.
Et donc, ça nous permet d'avoir une appréhension des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance qui est beaucoup plus fine. Et pour compléter le point de Mariam, va nous permettre de rentrer dans un niveau de détail et de sous-jacent plus important en fonction effectivement de la qualité des informations qui sont publiées par les entreprises. Donc, y compris des entreprises non cotées ? Alors là, je suis sur les entreprises cotées, je vais arriver sur les entreprises non cotées dans un instant. Donc sur les entreprises cotées, effectivement, le sujet aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'engagement, c'est-à-dire la capacité qu'ont les entreprises à interagir avec les agences de notation de façon plus systématique. Alors à nous de leur faciliter le travail, c'est d'ailleurs ce qu'on vient de faire. Là, on vient de lancer une nouvelle plateforme et on a simplifié également cette interaction pour qu'elle soit beaucoup plus user-friendly, qu'elle soit plus acceptable et agréable en termes à la fois de durée et de qualité de reporting et d'accessibilité à l'information. La deuxième chose, c'est que sur les entreprises non cotées, on utilise ce qu'on appelle des modèles, pour faire très simple, où on est capable, au travers de l'ensemble des données qui sont rendues publiques sur les marchés, aujourd'hui d'analyser 300 millions d'entreprises dans le monde entier. Donc ça, c'est possible parce qu'en fait, les entreprises émettent, j'allais dire, un gaz carbonique corporate, mais positif celui-là, et au travers duquel on va pouvoir, à la fois du fait des secteurs analysés, et puis j'allais dire aussi de la donnée qu'au sein du groupe Moody's, nous brassons depuis des dizaines d'années, de pouvoir analyser au travers de ces modèles le profil ESG des entreprises. Donc pour synthétiser, on est capable d'évaluer au travers d'un score des entreprises non cotées, 300 millions, ça fait quand même beaucoup, et puis ensuite de façon plus standard et ensuite beaucoup plus détaillée avec des rapports qui sont émis par des analystes spécialistes en matière d'ESG, nous couvrons ce qu'on appelle les entreprises cotées, sur l'ensemble des places boursières. En revanche, c'est vrai qu'il n'y a pas de questionnaire coordonné entre toutes les agences. Donc vous faites ce travail de simplification, mais qui n'enlève pas le fait qu'effectivement, il y a un même travail, en tout cas de ressources allouées au sein de l'entreprise à faire vis-à-vis des autres agences. Oui, alors en fait, il y a un travail de fond. D'abord, la méthodologie, elle est propriétaire. Et elle s'appuie sur des textes, des réglementations régionales, des conventions internationales, à partir desquelles on pose un certain nombre de questions. Depuis plusieurs années déjà, les régulateurs, bien sûr européens, mais aussi maintenant de plus en plus au niveau Asie-Pacifique et également sur la partie nord-américaine, j'allais dire également du côté sud-américain et en Afrique, se saisissent de ce besoin de standardisation. Et on voit très fortement en ce moment, d'ailleurs avec un lead dont on est forcément très fier en tant qu'Européens des autorités réglementaires européennes, qui se traduit au travers de la taxonomie verte. La taxonomie sociale est en train d'arriver, avec des investisseurs qui sont de plus en plus également appelés, au-delà des fameuses stratégies d'investissement impact et également d'engagement pour pouvoir soutenir cet effort de transition énergétique dont on a impérativement besoin pour pouvoir transformer notre planète et éviter qu'elle ne se mette à subir d'affreux tourments, et donc à rentrer dans une méthodologie qui est plus cadrée. Sur les questionnaires uniformisés, je n'y crois pas aujourd'hui. En revanche, ce dans quoi nous croyons, et d'ailleurs nous venons de le faire, on vient de consulter la place, donc au niveau international, en rendant public notre méthodologie sur laquelle nous avons beaucoup travaillé au cours des 18 derniers mois, justement pour intégrer ces évolutions et ces besoins à la fois du côté des investisseurs et des émetteurs, mais aussi du régulateur. Et nous avons eu, auprès des 300 personnes qui ont manifesté des signes positifs, on a eu plus de 10%, ce qui est beaucoup quand on fait des consultations de place, de structures qui ont répondu et qui ont fourni des commentaires sur lesquels nous allons et nous sommes en train de travailler. Alors vous avez cité les entreprises non cotées et j'aimerais continuer là-dessus justement parce que c'est vrai aussi. Alors, tout à l'heure on avait les investisseurs particuliers, maintenant on a plutôt les PME, les TPE. On est très contents aussi parce qu'ils ont peu été représentés aussi depuis ce matin. On voit bien qu'il est compliqué d'atteindre une sorte de système d'évaluation pour les entreprises cotées. Alors comment ça se passe pour des entreprises qui sont si différentes et peut-être structurées différemment ? Est-ce qu'on peut instiller de la durabilité dans les TPE, dans les PME, et comment est-ce qu'on peut le faire ? Je crois que c'est un sujet essentiel si on veut résoudre ce problème. Et puis le GIEC a dit on a 3 ans pour agir. On n'a pas le droit de ne pas intégrer les TPE-PME dans cette ambition. Alors, je vois, on est là pour no more blabla. Je crois que c'est important, c'est d'acculturer ces petites entreprises à cet enjeu climatique. Alors, on voit bien comment ça fonctionne aujourd'hui. Ça arrive de l'international, souvent de l'Europe, des normes très complexes
qui des fois par capillarité, parce qu'il y a des appels d'offres, etc., redescendent dans les petites entreprises qui ne sont pas équipées qui n'ont pas cette connaissance, cette culture, il n'y a pas de service RSE, etc. Donc nous, ce qu'on veut faire pour les embarquer, en fait, on a proposé une dizaine d'indicateurs de données déjà dans un premier temps, parce que si on veut acculturer la TPE-PME, il faut déjà qu'il ait conscience de son impact sur la société. Je prends un exemple, le URL du coin, le restaurateur, la fleuriste, le libraire, est-ce qu'il sait combien il consomme de mètres cubes d'eau ? Est-ce qu'il sait combien il utilise de kilowattheures ? Est-ce qu'il sait combien il consomme de litres d'essence, par exemple ? Est-ce qu'il sait s'il a 5, 6, 10 salariés, est-ce que l'égalité homme-femme, les mètres carrés qu'il utilise au sol ? Donc on a une dizaine d'indicateurs très simples, parce qu'on veut leur faire prendre conscience, dire « Ah oui, je consomme autant ». Donc il y a 2 enjeux derrière. Le premier, c'est je fais ma part, comme le colibri. J'apporte ma pierre, et puis d'un autre côté, ou ma goutte, puisque c'est un colibri, et puis d'un autre côté, c'est aussi des économies. Donc comment on fait que nos petites entreprises, qui représentent aujourd'hui 99% du tissu économique français, qui représentent 50% de l'emploi, qui sont quelque part ceux qui font de l'emploi non délocalisable, du lien social dans nos quartiers, dans nos centres-villes, comment on les acculture et on les emmène là-dedans. Et ces standards sont les mêmes, justement ? Nous, on essaye de créer des standards vraiment simples, parce que quand on regarde... Utilisables par tous. Tous les standards, quand on regarde le nombre d'indicateurs, il faut qu'on fasse un choix. Parce que s'il y a 200, 300 indicateurs qui sont tous pertinents, mais au bout d'un moment, dans une petite entreprise, il faut être en capacité d'en sélectionner quelques-uns, que c'est un coût aussi qui soit faible, parce que c'est aussi un enjeu, et qu'on essaye d'être pragmatique. Moi, c'est ça que je veux faire. On parlait tout à l'heure de greenwashing, il faut éviter le greenwashing, il faut éviter que des grandes entreprises fassent semblant parce qu'elles ont les moyens de faire de la com'. Ce qu'il faut, c'est qu'on soit pragmatique et qu'on embarque ces entreprises. C'est l'ambition des experts comptables, c'est de faire des propositions avant que ça arrive de plus haut avec une obligation, qu'on ait vraiment quelque chose de très simple, de très pragmatique, parce que c'est le seul moyen qu'on va avoir d'embarquer ces petites entreprises. Alors, on a beaucoup parlé aussi de la preuve. Comment est-ce que vous allez vérifier les chiffres avancés par les TPE, les PME, et finalement, qui doit le faire ? Pourquoi je dis que l'expert comptable, c'est celui qui doit être au cœur de la collecte de la donnée ? Parce que quand on parle, par exemple, d'essence, de mètres cubes d'eau, etc., le meilleur moyen d'aller chercher les données, c'est les factures. Qui est au cœur de ces factures et qui traite ces factures pour les entreprises, c'est l'expert comptable. Après, j'espère, on arrive là, avec 1er juillet 2024, et puis 2025-2026, la facture électronique. Ouais. J'espère qu'on aura une V2 de la facture électronique dans 5-10 ans qui intégrera les données aussi environnementales, ce qui nous permettra de gérer de la data en masse pour de la comparabilité. Ça sera beaucoup plus simple qu'aujourd'hui aller chercher des petits tickets d'essence quand on va faire le plein pour dire combien j'ai consommé de litres, etc. Mais c'est vrai que l'expert comptable aujourd'hui dans les TPE-PME, il est au cœur, donc il est en capacité de mettre en œuvre et d'aller collecter ces données pour faire cette acculturation. Alors vous avez parlé effectivement des règles qui viennent de sommets internationaux. Je me tourne vers vous, Maxime Mathon. Aujourd'hui, on l'a dit en introduction, il y a plusieurs visions, il y a des tensions aussi autour de cette comptabilité extra-financière. Il y a beaucoup de choses qui se jouent à un niveau international. Est-ce que vous pourriez essayer de nous éclairer sur peut-être le cœur de cet enjeu ? Vous avez évoqué la double matérialité tout à l'heure. Est-ce que le nœud du problème est là et quelles sont les deux visions qui s'affrontent avec les répercussions, je suis désolée, c'est des questions dans les questions, les répercussions que ça peut avoir pour les entreprises, puisqu'on voudrait garder vraiment cette vision concrète. Alors, au global, on a, on va dire, une lecture internationale de la comptabilité qui est en train de changer. Le ESG, la durabilité, le développement durable, tout ça, on va dire, l'ensemble des acteurs économiques en sont conscients. Maintenant, vous l'activez uniquement à partir du moment où vous touchez à la comptabilité. C'est vraiment le moteur. Et là, on ouvre le capot et on commence à changer les pièces. On commence à le faire. Alors, au niveau global, vous avez d'une part un organisme privé qui s'appelle la Fondation IFRS, et vous avez aux États-Unis donc le pendant, donc un régulateur américain qui publie des normes en ce qu'on appelle US GAAP pour les grandes sociétés, celles qui émettent beaucoup et qui ont un impact important. La vraie différence, elle est sur le rule-based versus principles-based, mais j'explique un petit peu, c'est qu'aux États-Unis, les normes comptables s'adressent aux investisseurs, à l'investisseur américain. En Europe, on a plutôt une lecture, on souhaite une lecture, qui s'adresse plutôt aux parties prenantes. Il n'y a pas que les actionnaires qui doivent bénéficier de l'information qui compte pour une entreprise. C'est d'autant plus vrai pour les informations, évidemment, ESG. Donc on a une Europe qui a pris un leadership là-dessus avec une vision plus partie prenante, donc double matérialité, j'explique un peu. Donc d'une part, vous avez les informations qui sont considérées comme impactant l'extérieur, on va dire, impactant financièrement l'entreprise, dégradation de l'environnement impactant les comptes de l'entreprise.
donc financièrement. Et en Europe, on a une deuxième lecture qui est la manière dont l'entreprise impacte ces différentes parties prenantes, inclut la nature, l'environnement. Ça, c'est la vision européenne. Aux États-Unis, ils ont plutôt une approche en matérialité financière simple, c'est-à-dire qu'on prend en compte les informations uniquement si elles dégradent les comptes des entreprises. Il y a un impact financier. Leur prisme n'est pas le même. Pourquoi ? Parce que l'objectif des normes comptables aux États-Unis tient compte d'une structure, on va dire, macroéconomique assez différente de celle qu'on a en Europe. C'est qu'il y a un marché des pensions aux États-Unis, avec une épée de Damoclès chaque année qui représente entre 900 et 1000 milliards de dollars à verser aux pensions, qu'on n'a pas en Europe, et que donc vous avez une pression sur, on va dire, les niveaux de rentabilité et les niveaux de valorisation des entreprises qu'on n'a pas au niveau européen. Donc on est plus, on va dire, moins sous pression les investisseurs, et on va plus chercher à s'adresser aux parties prenantes. Et si je ne m'abuse, c'est plutôt la vision américaine qui est sur le point de prendre le pas, alors que pourtant l'Europe, vous le venez de le dire, était plutôt en avance. Donc est-ce qu'il n'y a pas un peu ici un dilemme, ou pourquoi est-ce que vraiment on va perdre aussi ce leadership ? Alors, ça fait très longtemps que la fondation IFRS, on va dire, est sujette à différentes controverses. Les États-Unis ont refusé de rentrer dans les normes IFRS en 2012, au motif que la comparabilité ne doit pas être sacrifiée à la qualité. Je vous laisse l'interprétation. Et vous avez une Europe qui a investi lourdement. L'évolution du financement de la Fondation IFRS depuis une quinzaine d'années, c'est une montée en puissance des financements de la part de l'Europe et une baisse drastique des financements en provenance des États-Unis. Et également, depuis le Brexit, un financement très réduit de la part des Big Four aussi, qui ont lâché un petit peu le mécanisme de financement. Donc c'est plus l'Europe maintenant qui finance ça. La Chine aussi est montée très forte, même si eux ont aussi leurs normes comptables chinoises. Et donc, il y a un petit peu une dichotomie entre une Europe qui se veut un petit peu progressiste, ou en tout cas proactive sur le sujet, qui a écrit beaucoup. L'EFRAG, qui est en charge d'édicter les normes au niveau européen, a fait un très gros travail avec on va dire, une certaine pression en termes de calendrier, de très grande qualité. Et on va dire, pour clôturer, vous avez une consultation qui a été lancée par la Fondation IFRS qui s'est finie en décembre 2020, où en gros, sur les histoires de matérialité que j'évoquais précédemment, il s'agissait de demander aux parties prenantes quelle vision de la matérialité vous préférez. 517 réponses, et vous avez une majorité qui a dit évidemment la double matérialité. Mmh. En revanche, ce n'est pas la vision qui a été adoptée dans le cadre de la création de cette instance dont l'IFRS est l'ombrelle, qui s'appelle l'ISSB, qui est présidée par Emmanuel Faber, qui choisit plutôt cette lecture en matérialité financière. Mais ce sont des discussions qui sont en cours, assez compliquées, assez techniques. Les entreprises là-dessus sont plutôt, on va dire, de facto séduites et cherchent à mettre en place la double matérialité. Via des materiality assessments, c'est-à-dire d'écouter ce que veulent les parties prenantes et de discloser les informations en fonction. Donc on a quand même un leadership européen sur le fond qui est intéressant. Maintenant, c'est évidemment très politique maintenant sur la manière dont ça va se dérouler. Vous voulez réagir, je crois. Oui, juste pour souligner que, pour autant, par exemple, la SEC vient de lancer une consultation qui intègre la double matérialité. Donc je pense que en tout cas, nous qui travaillons au niveau global et qui intégrons l'ensemble des standards, parce que sinon on a un petit problème de distribution quand même, avec effectivement certains des standards qui ont une focale qui est uniquement celle de la matérialité financière. Il n'empêche que, moi, ce que je trouve tout à fait positif, quoique surprenant, la double matérialité progresse. Elle progresse en Asie, elle progresse sur les places de Hong Kong, de Singapour. Elle est de plus en plus aussi partagée par un certain nombre de parties prenantes, pour le coup, aux États-Unis. Et je reviens, je vous enverrai, si vous voulez, avec plaisir, un lien sur un travail auquel on est associé d'ailleurs, qui a été lancé par la SEC il y a quelques jours. Donc, je pense que les choses ne sont pas arrêtées. En revanche, il y a peut-être une chose qu'il faut qu'on contribue à faire pour tous ceux qui croient dans la donnée ESG et dans le fait qu'effectivement, il faut travailler à construire des standards qui permettent d'aligner l'ensemble de la chaîne de valeur, pas simplement des grosses structures, mais également jusqu'au plus bas, j'allais dire, dans l'organisation, parce qu'on a besoin des PME, TPE, et on a besoin de cette chaîne de valeur où il y a un alignement sur un certain nombre de grands indicateurs et donc de grands drivers ESG. Et donc, c'est là où il faut qu'on soit, j'allais dire,
mieux simple, qu'on apprête peut-être à travailler de façon parfois un peu moins intellectuelle sur un certain nombre de concepts, qu'on rentre dans un principe de réalité, parce que vous soulignez tout à l'heure le rapport du GIEC qui dit que oui, effectivement, si on n'agit pas de façon très très rapide dans les 3 ans qui commencent, le compteur tourne, on va dépasser le réchauffement et les 2 degrés qui sont fatales pour bon nombre de parties de notre planète. Donc là, je pense que ce principe de réalité, en tout cas, il anime de plus en plus ceux des régulateurs qui initialement étaient très opposés et pas tellement prêts à faire des concessions. Je voulais refaire le chemin en sens inverse, puisque j'étais partie des PME-TPE, on est parti vers les normes internationales. Revenons aux TPE-PME. On voit l'importance d'aboutir à des standards communs. Est-ce que votre initiative, elle a vocation aussi à dépasser les frontières de l'Hexagone, ou avec qui pourriez-vous travailler pour arriver à embarquer des TPE-PME à un niveau un peu plus large ? Ce qui est important, c'est que ça dépasse le cadre français. Donc, moi, déjà, la première étape, ça a été de présenter ça aux autorités françaises, donc à la fois la ministre Olivia Grégoire et puis à DGFiP et à la DGE. Et l'accueil que vous avez reçu ? Qui est plutôt très positif, puisque voilà, c'est des initiatives qui viennent du terrain, qui sont très, très concrètes. Et maintenant, l'idée, alors j'ai été au Québec il n'y a pas longtemps, voir mon homologue du Québec, qui est aussi très intéressé. Je sors d'une réunion avec un organisme qui s'appelle EFA, qui est quelque part une institution européenne d'ordre des experts comptables, qui est aussi très intéressée. Voilà, il faut qu'on arrive à pousser ça. Et on voit bien aujourd'hui que quand on essaye de standardiser, quand on essaye de normaliser, et là je vous rejoins complètement, on est souvent sur quelque chose de très intellectuel, de très compliqué. Là, on est en train de sortir une norme internationale de simplification, d'audit des petites entreprises. Elle fait 100 pages. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Le client ne comprend pas. 2, même l'auditeur, au bout d'un moment, il adapte sa norme. Donc, il faut vraiment qu'on ait quelque chose de simple et qu'on aille vite, parce que si le temps qu'on se mette d'accord au niveau international, les 3 ans seront passés. Bien sûr. Donc, il ne faut pas qu'on attende ça. Je pense qu'il faut qu'on bouge sur ces sujets, parce que c'est vraiment capital. Alors, on voulait parler de la donnée. Il ne reste pas beaucoup de temps, justement. J'aimerais bien qu'on aborde ce sujet de la donnée, parce que avoir des normes, tout ça, si on en revient vraiment à nouveau au premier des niveaux, au premier des échelons, c'est la qualité de cette donnée qu'on va arriver à avoir, qu'on va pouvoir travailler. Comment est-ce qu'on peut améliorer l'accès à la donnée et la qualité de cette donnée ? Alors, moi, je pense que les données ESG sont là pour rester. Donc, aujourd'hui, elles sont ce qu'elles sont. Elles ne sont pas très fiables, elles ne sont pas très qualifiées parce qu'il y a beaucoup de problématiques de comparabilité à tous les niveaux. Moi, je pense que la régulation, la comptabilité financière verte va apporter des solutions, mais je pense que la technologie aussi va apporter pas mal de solutions, notamment la traçabilité des supply chains grâce à la blockchain. Donc une techno qui est implantée dans l'entreprise ou une techno qui est à disposition des experts comptables et des agents de notation ? À quel niveau elle se joue, cette technologie ? Alors, en fait, ça va être les deux et elles vont pouvoir se parler entre elles. Donc, c'est un petit peu la beauté de la technologie, c'est-à-dire que les supply chains au niveau des entreprises vont pouvoir tracer. On va avoir des données qui sont pas manipulables, qui sont vraiment capturées de façon instantanée. Et après, comment intégrer ces données ? Est-ce que on les analyse directement ? Est-ce que je pense que la deuxième problématique, elle est au niveau de comment on analyse de façon comparable. Et là, est-ce que le régulateur, est-ce qu'une norme, c'est juste ? Moi, personnellement, je pense que pour avoir une évaluation juste, il faut aller à un niveau très granulaire et apporter énormément de contextualisation. Et que les normes actuelles permettent pas forcément de faire cela. Il faut regarder chaque opération par opération et traiter les opérations similaires dans un contexte similaire de la même façon. Et donc, on pourrait imaginer une intelligence collaborative décentralisée sur une blockchain, en fait, où on pluggerait tout l'écosystème ESG, donc toutes les parties prises qui peuvent apporter une évaluation et donc avoir à la fois une évaluation qui tienne compte donc de la double matérialité, coût ESG et impact, de façon contextuellement la plus adaptée, statistiquement la plus pertinente et scientifiquement la plus à jour. Alors, il y a une initiative européenne pour améliorer cet accès à la donnée aussi, qui est alors attendez, je le dis en anglais, le Depository Single Access Point. Est-ce que ça, c'est une bonne chose pour conclure ? Alors, oui, c'est une bonne chose.
On va rassembler de l'information réglementée, pas forcément sur l'ESG, mais l'ensemble d'informations réglementées sur sociétés cotées, les produits d'investissement. L'ESG viendra dans un second temps, mais assez tôt quand même. L'idée, c'est de fédérer et de créer un point d'accès unique pour les utilisateurs de cette information. Donc, l'idée, c'est d'avoir un repository, pas un outil, forcément, un repository, donc du stockage, donc de l'open data. Donc ça, c'est très bien, mais attention. Si on regarde ce qui s'est passé aux États-Unis sur ce qu'a fait la SEC avec son projet similaire qui s'appelle EDGAR, qui existe depuis un certain nombre d'années, l'idée était de démocratiser l'accès à la donnée. Quand vous regardez ce qui s'est produit en termes de consommation d'informations, vous arrivez à la conclusion que, et ça c'est public sur leur site, c'est un renforcement des data providers, ni plus ni moins, puisque vous avez une capacité à capter l'information qui n'est, on va dire, finançable que par une des grosses structures. Donc vous risquez d'avoir un phénomène de captation d'informations à grande échelle de la part des data providers, également sur ce futur point d'accès unique en Europe. Et donc c'est un point qui a été porté à l'attention des régulateurs, de veiller à créer les conditions pour que cette capture de l'information, cette enclosure, comme on dit, ne se reproduise pas de manière un peu plus forte au niveau européen. Alors on ouvre un tout nouveau débat et j'aurais adoré le poursuivre, notamment avec toutes les personnes présentes autour de la table. Je vous propose qu'on se retrouve plutôt l'année prochaine parce que malheureusement, on doit céder le plateau. Merci à vous tous pour vos interventions. Merci. Merci. Merci.